Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des Heureux Anonymes. Aujourd'hui, vous allez découvrir le métier, ou devrais-je dire les métiers, de Guillaume. À moins de 30 ans, Guillaume est un hyperactif du travail. Il a déjà touché à beaucoup de métiers. Il a été cofondateur de start-up, écrivain, contrôleur de gestion, ingénieur en R&D, freelance, et ça c'est que le début. Pour ce faire, il a beaucoup misé sur l'auto-formation et l'automotivation. Guillaume a une discipline d'acier, il se lève très tôt le matin, utilise ses week-ends et ses vacances pour se développer intellectuellement, conformément à ce qu'il souhaite. Il n'est pas forcément d'accord quand je dis cela, mais son profil doit probablement être assez difficile à appréhender par les RH des grands groupes. À la fois, c'est un avion de chasse qui réfléchit très vite et très bien, mais qui a besoin d'être nourri en permanence par de nouveaux projets, être mis au défi, tiré par le haut, entouré des meilleurs. Si vous allez jusqu'au bout de l'épisode, vous comprendrez la notion de slash appliquée à Guillaume, le fait d'avoir plusieurs activités professionnelles à la fois, et vous aurez peut-être aussi envie de vous adonner au Miracle Morning, la fameuse théorie développée par l'américain Hal Elrod et qui était à la mode il y a encore quelques années. Mon podcast est encore une petite plante fragile, il a besoin d'un peu d'eau, de soleil et d'attention. J'en profite donc pour vous demander un petit coup de pouce. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles ou un commentaire pour le faire connaître et à en parler autour de vous. Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent depuis le début de l'aventure, vos encouragements sont une vraie source de motivation pour continuer. Sans plus attendre, laissons place à la discussion avec Guillaume. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir de nouveau sur le podcast des Heureux Anonymes. Aujourd'hui, c'est le 4e épisode et j'accueille avec moi Guillaume. Guillaume, du coup, on va commencer directement par savoir un peu qui tu es. Présente-toi, pitch-toi, dis-nous un peu d'où tu viens. Alors, j'ai 27 ans, j'ai à l'origine fait une école de commerce. Pendant mes études, j'ai monté une boîte avant de poursuivre pendant quelques années en finance. Et n'étant pas satisfait, j'ai viré vers un métier d'ingénieur que j'exerce aujourd'hui. Et en parallèle, j'exerce également la profession d'écrivain et de freelance. Waouh, beaucoup de choses pour une seule personne. Voilà, exactement, ça suppose un petit peu d'organisation, mais voilà, ça permet de varier les sujets sur lesquels on travaille et puis de trouver un petit peu un équilibre entre les différentes choses qui m'intéressent. Super. Et question bête, mais tu rêvais de faire quoi quand tu étais petit? Tout ça en même temps ou Alors, non, quand j'étais petit, moi j'ai toujours été un grand fan de Napoléon. Ouais. Et je m'imaginais avoir un parcours un petit peu comme celui de Napoléon. Donc il m'est arrivé de me rêver président de la République, il m'est arrivé de me rêver général. Mais bon, aujourd'hui, voilà, c'est pas forcément des métiers qui Pas trop dans m'attirent. l'actualité. Voilà, exactement, c'est plus tellement dans l'actualité. Mais en tout cas, oui, j'ai toujours eu cette ambition-là quand j'étais petit. Ok. Est-ce que ça te va qu'on se concentre un peu sur tous ces métiers, qu'on les décortique un Oui, par un bien pour sûr. avoir un peu plus de détails sur comment est-ce que tu es arrivé à ça? Mhm. Alors on commence par quoi? Eh bien, on peut peut-être commencer dans l'ordre chronologique par la création de mon entreprise, Ok, parce que très je bien. pense que c'est le plus logique. Donc en fait, c'était pendant mes études en école de commerce, j'avais repéré une opportunité. Et donc avec mon associé de l'époque, qui aujourd'hui est ma femme, Ouais. on s'est dit, voilà, il y a ce marché, on pense qu'il y a vraiment quelque chose à tenter et qu'il faut le tenter maintenant. On n'a rien à perdre, donc lançons-nous. Et on s'est lancé, ça a fini par ne pas marcher, mais vraiment j'ai appris énormément de choses pendant ces 3 années-là. Je me suis pris beaucoup de claques dans la figure et finalement je pense que c'est une des expériences les plus riches que j'ai eues jusqu'à présent. Et qu'est-ce que tu faisais comme rôle au sein de ta structure? C'était fondateur, donc on va dire j'ai fait vraiment un peu de tout, aussi bien du commercial que de la partie, parce que c'était un peu plus ma spécialisation financière et juridique. Donc notamment dans le cadre de la start-up, on a essayé de lever des fonds, donc je m'occupais de cette partie-là. Et puis je m'occupais également de toute la partie relation avec les partenaires potentiels qu'on voulait identifier et avec lesquels on voulait travailler pour formaliser les accords juridiques, voir le cadre dans lequel on allait coopérer, etc.
Et alors, comment est-ce que tu t'es appuyé du coup sur des compétences que tu avais en commercial, financier, juridique? Alors oui, effectivement, d'une certaine façon, euh, sur la partie juridique, disons que moi j'ai grandi dans une famille d'avocats. D'accord, ok, je Donc comprends mieux. j'avais un petit peu le background. Pour le reste, donc en école de commerce, j'étais spécialisé en finance, donc ça faisait aussi sens que je m'occupe de cette partie-là. Et en fait, ce qui était très bien, c'est qu'avec donc mon associé, on se complétait extrêmement bien, puisqu'elle elle était très créative, elle avait énormément d'idées. Et par contre, j'étais là pour essayer d'assurer leur mise en place concrète quand voilà, il fallait passer du rêve à la réalité. D'accord, tu mettais le cadre en fait Exactement, dans cette voilà. structure. Mm. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement ça ne marche pas autant que tu Alors, l'aurais souhaité? finalement, ce qui nous a arrêté, c'est qu'on a fini par voir que le marché n'était pas mûr, D'accord, que les clients mettaient très longtemps à se décider pour le service qu'on proposait et qui n'étaient pas forcément prêts à payer pour. C'était un service sur lequel il y avait beaucoup de fantasmes. Pour le citer, c'était en fait la retraite à l'étranger. Donc du coup, il y avait voilà, un fantasme de dire oui, je vais partir vivre ma vie au soleil, mais quand il s'agissait de franchir le pas, c'était plus dur. Donc ça, c'était le premier obstacle qu'on a rencontré. Et le second, c'est qu'on a eu des problèmes juridiques avec certains clients d'accord. qui nous ont Raconte. en fait un petit peu dégoûtés et qui nous ont fait dire voilà, finalement, c'est vrai que le marché est compliqué et donc que ça ne vaut pas forcément la peine de chercher à continuer. On n'a pas trouvé un business model qui va nous permettre d'assurer que ce service soit rentable et donc ça vaut mieux de s'arrêter. D'accord. Et j'imagine que ça devait être une décision difficile parce que quand on Mm. y met son cœur et toute son énergie derrière, de devoir arrêter, comment est-ce que tu l'as vécu? Bah, effectivement, c'était difficile. Après, moi, j'ai eu un peu moins de mal à m'arrêter que mon associé, Mhm. dans le sens où, pour moi, effectivement, on avait testé l'opportunité, on a testé énormément de solutions pour trouver un modèle qui marchait, et on s'est aperçu que ça ne marchait pas. Et pour moi, en fait, à court terme, en tout cas, il y avait assez peu. Enfin, je ne voyais pas forcément une voie pour se dégager pour dégager quelque chose qui marche. Et du coup, c'était le bon moment pour arrêter. D'accord, ok. Donc Voilà. c'était une décision rationnelle. Enfin, tu t'es dit, voilà. Exactement, voilà. Oui, je pensais qu'il valait mieux arrêter. Et je pense qu'effectivement, rétrospectivement, c'était une bonne décision d'arrêter à ce moment-là. On avait testé ce qu'on avait testé et on ne pouvait pas faire plus. D'accord, bon, ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait après? Alors du coup, après j'ai commencé à travailler en contrôle de gestion, donc, parce Mhm. que je m'étais spécialisé en finance. Et là j'ai eu un parcours assez intéressant parce qu'on m'a proposé en fait un graduate programme où j'ai pu de la première année enchaîner 3 postes différents. Donc je vais pas forcément les détailler, mais en tout cas ça m'a permis d'avoir une vision assez complète de ce qui peut se faire en finance dans un grand groupe. Et en même temps, bah, ce qui était très bien et qui correspondait bien à mon caractère, c'est que je changeais de mission tous les 4 mois. Et du Ouais, coup, ça m'évitait de m'ennuyer. Donc ça, c'était parfait. Et j'ai donc ensuite poursuivi, en fait, dans la dernière équipe dans laquelle j'avais fait ce graduate programme, où là, je m'occupais de ce qu'on appelle le contrôle de gestion commerciale, c'est-à-dire en fait le contrôle de la rentabilité d'un client, qui était donc un client de ce grand groupe cosmétique. mhm. Donc j'étais chargé d'aider les commerciaux à préparer leurs négociations, à trouver les données qui leur permettaient d'avoir des arguments solides vis-à-vis de leurs clients. Et donc là-dessus, j'ai pu faire vraiment un certain nombre de missions assez intéressantes qui m'ont... Enfin, c'est des missions assez intéressantes qui m'ont permis d'apprendre de nouveaux outils. C'est à ce moment-là que j'ai appris à coder en fait Ah ouais, pour d'accord. traiter justement les données auxquelles je devais faire face dans mon travail. Et ça m'a aussi fait pas mal gagner en termes de compétences personnelles, enfin, disons dans le fait de devoir interagir avec beaucoup d'interlocuteurs très différents, donc ça c'était bien. Et en revanche, le côté un petit peu négatif, c'est que en tant que contrôleur de gestion commerciale, j'avais le sentiment au bout d'une année, puisqu'en fait je suis resté 1 an dans ce poste-là, donc 1 an gradué de programme, puis 1 an dans ce poste-là, que déjà le métier était assez répétitif. Et ensuite, que je gérais finalement un petit bout
de ce qui peut se passer par rapport à l'activité financière d'une entreprise. Je gérais le chiffre d'affaires d'un client et donc je ne voyais pas du tout ce qui pouvait se faire sur le reste de la gestion financière, que ce soit la gestion du reste du compte de résultat ou même la gestion du bilan. Et donc je me suis dit, bah, c'est quand même dommage parce que c'est quand même très limité comme contenu. Et donc bah, j'ai envie de voir autre chose. Et le souci, c'est que, comme dans beaucoup de grands groupes, quand on veut faire autre chose au bout d'un an, on vous dit: ah, mais non, mais vous comprenez, c'est compliqué parce que ça fait qu'un an que vous êtes là, il faut que vous fassiez vos preuves, il faut que vous restiez plus longtemps pour pouvoir délivrer, etc. Et donc, c'est à cette occasion-là qu'en fait, j'ai changé d'entreprise. Et donc, j'ai été recruté par un grand groupe industriel français qui avait besoin de moi pour une de ses petites filiales et dans laquelle en fait il s'agissait de faire du contrôle de gestion, cette fois-ci international, c'est-à-dire en fait que j'avais sous ma responsabilité l'ensemble des filiales à l'étranger de la filiale dans laquelle je travaillais. Donc au début il y avait 2 filiales et progressivement on est passé à 8. Donc ce qui était assez intéressant dans ce poste-là, c'est que c'était un poste qui était vraiment en construction. Il n'existait pas avant moi et donc j'ai dû tout construire. Donc ça fait que voilà, ça crée une incertitude. On a besoin de prendre ses marques. Il faut inventer les outils avec lesquels on va travailler. Il faut gérer les susceptibilités, notamment gérer la susceptibilité de la personne qui travaillait avec moi et qui avait beaucoup plus d'expérience que moi et qui contestait parfois ma manière de faire. Et par contre, là où ça s'est très mal passé, en fait, c'est que le poste en question ne correspondait absolument pas à ce qui m'avait été vendu. Ok. Puisqu'on m'avait en fait promis que ce serait un poste quasiment de directeur financier et que grosso modo mon manager me traitait quasiment comme un stagiaire, à me demander plusieurs fois par jour sur quoi j'étais en train de travailler, pour combien de temps j'en avais et quelle était la tâche que j'allais exécuter ensuite. Ok, donc il vérifiait tout point Voilà. par point, alors que toi, tu es en train de me décrire depuis tout à l'heure le besoin de voir plein de choses différentes, de te former, Voilà, de pas t'ennuyer, de changer tous les 4 mois. c'est En ça. fait, tu es un peu bah, à la fois une pépite pour une entreprise, mais aussi un profil hyper difficile à garder motivé, quoi, parce que tu as besoin de voir beaucoup de choses. Peut-être, Tu dois être effectivement. difficile à manager, je pense. Alors, je suis pas forcément d'accord avec ça, Ouais, dans le sens où, au contraire, en fait, je pense que, et c'est d'ailleurs ce qu'a fini par comprendre le manager que j'avais à l'époque, c'est que en réalité, je suis très bon lorsque je suis laissé en parfaite autonomie. d'accord. Et que finalement, je pense que c'est quelque chose que certains managers ont du mal à faire, c'est de justement faire confiance et de laisser leurs équipes travailler, les laisser exprimer leurs compétences et finalement aussi leur donner les informations nécessaires pour qu'elles puissent exercer leurs compétences dans des domaines qui ne sont pas forcément celui sur lequel elles se concentrent d'habitude, Mhm. mais qui permet quand même de créer de la valeur à côté. Donc, si je prends un exemple un petit peu concret, finalement, c'était dans le cadre de mon travail dans cette entreprise, j'ai développé certains outils pour mes filiales et on a pu les dupliquer sur la filiale française qui était en fait la plus grosse filiale. Et D'accord. donc, du coup, voilà, c'était finalement transposer quelque chose que j'avais inventé dans un certain contexte à un autre. Et ça, je pense qu'au contraire, tout le monde vient y trouver de la valeur. Et donc, non, je pense pas que je suis un profil très difficile à manager, d'autant plus que j'ai plutôt une tendance quand même à bien obéir aux ordres. Ouais, d'accord. Quand on me demande, généralement, je fais le travail. Mais effectivement, à long terme, il faut apprendre à composer avec moi, c'est-à-dire voilà, savoir que je suis quelqu'un quand même qui a besoin de changement, qui est très pushy, qui a besoin de voir que les choses bougent, et que voilà, il faut arriver à suivre aussi. Ok, je comprends. Est-ce qu'on peut revenir 2 secondes sur ce que tu expliquais juste avant, Mhm. sur le codage? Enfin, Oui, développement. donc tu as appris à coder, Mhm. j'imagine que tu t'es auto-formé, tu as fait ça comment? Alors, donc ce qui s'est passé dans le cadre de la mission en question, donc il s'agissait de traiter un très gros volume de données. Ouais, Et en fait, on s'était aperçu que Excel était absolument incapable de traiter ce volume de données. Et donc, on a commencé à travailler avec un consultant qui nous a fait une première version de l'outil qui marchait bien. Et c'était un outil en Python. Et donc, en fait, à cette occasion-là, moi, j'ai vu
la puissance que pouvait avoir ce langage de code, aussi bien parce qu'il est extrêmement facile à apprendre, enfin, disons, il est facile à apprendre, et en même temps, il est assez universel. On peut s'en servir vraiment pour faire énormément de choses, et donc à cette occasion-là, je me suis dit, mais c'est génial, en fait, je suis sûr que par rapport à mon travail, savoir coder, finalement, dans les années à venir, ça va être absolument indispensable. En plus, dans les entreprises, aujourd'hui, les volumes de données se multiplient à une vitesse exponentielle. C'est vrai, ouais. Et même une toute petite PME, aujourd'hui, a des volumes de données qui peuvent commencer à faire craquer Excel. Et donc, en fait, ce que je me suis dit, c'est très bien, le développeur auquel on s'est référé nous a fait une première version du code. Donc, j'en ai profité pour, en lisant le code, arriver à comprendre un petit peu comment ça marchait. Je me suis auto-formé ensuite sur Open Classrooms. D'accord. Donc en faisant le cours de Python classique qui est proposé. Et après, ce que j'ai fait, en fait, c'est que pendant 2 semaines, c'était pendant les vacances d'été, je veux dire, pendant que mes collègues étaient en vacances d'été dans l'entreprise, eh ben, j'ai travaillé en fait à faire l'évolution du programme en question qu'avait créé le développeur. Et donc, j'ai repris le programme de A à Z pour l'adapter à nos nouveaux besoins. Et ça a très bien marché. Du coup, j'ai créé en fait quelque chose qui était parfaitement autonome, qui m'a permis de mettre en application ce que je connaissais, parce que je venais d'apprendre, et qui du coup, en fait, non seulement m'a convaincu que c'était quelque chose de très intéressant que de coder, que j'aimais bien ça, et puis que ça crée une vraie valeur pour le travail, quoi. C'est chouette, et c'est ça, ce fameux algorithme que tu as réussi à transposer à d'autres pays, notamment la France, non, c'était pas ça? Alors non, ça c'était autre chose. Ça c'était plus des méthodes de consolidation ou de reporting que je faisais dans le cadre de mon travail de finance. Okay. Par contre, en fait, ce que j'en ai retiré du coup de coder en Python, c'est que ça m'a d'une part débloqué pour pas mal de choses que j'ai eu à faire en entreprise après, pour traiter justement soit des gros volumes de données, soit automatiser certaines tâches. Et au-delà de ça, pour quelque chose qu'on va traiter après, ça m'a beaucoup aidé dans ma reconversion d'ingénieur, parce qu'au bout d'un moment, quand on est ingénieur, on a besoin de faire beaucoup de calculs, et là encore, savoir coder, c'est absolument essentiel pour arriver à faire ces calculs-là. C'est exactement ce à quoi je voulais t'amener, en fait, toute la partie, maintenant, tu es un ingénieur, on en a discuté un peu en off, donc je sais à peu près comment ça s'est passé, mais est-ce que tu peux le partager ton cheminement, déjà ton cheminement intellectuel de qu'est-ce qui fait que je passe de contrôleur de gestion à ingénieur, et comment est-ce que ça s'est fait, et montrer de manière réaliste, voilà, toute la difficulté du chemin, peut-être. Tout à fait. Alors déjà, ce dont il faut avoir conscience, c'est que c'est quelque chose qui s'est vraiment pas fait en un jour. D'accord. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis entré en école de commerce, donc en 2011, je me suis dit, tiens, j'ai du temps, et j'ai envie d'approfondir certaines des choses que j'ai faites en prépa. Et donc j'ai commencé notamment à approfondir la partie mathématique, en me disant ça m'intéresse vachement, et puis au-delà de ça, moi ce qui me plairait, c'est de travailler dans une entreprise industrielle, parce que l'industrie, ça me fascinait, c'était travailler sur des gros projets vraiment concrets, et donc je vais me mettre aux mathématiques, et donc j'ai commencé à rattraper comme ça le programme de prépa en fait de Mathsup Mathsp. C'est du lourd quand même. Voilà. Et ensuite, je me suis dit, mais en fait, les maths, c'est bien gentil, mais je me rends compte qu'il y a des choses pour lesquelles je commence à bloquer parce que je ne sais pas faire de physique. Il y a des notions mathématiques que je ne comprends pas parce que je ne fais pas de physique. Et donc à partir de là, en fait, alors il faut savoir que j'ai fait une voie économique et sociale. Du coup, j'ai commencé à rattraper le programme de physique à partir de la première S. Okay. Donc j'ai rattrapé le programme de physique de première S, terminale S, Mathsup, Mathsp, à nouveau. Et ensuite, j'ai complété par une L3 en mathématiques. Oui, c'est ça, une L3 en mathématiques. Donc, je commençais à avoir un bon bagage. Là, disons au moment où j'avais fini tout ça, on commence à arriver en 2016 finalement. Mais alors, juste pour comprendre, quand est-ce que tu faisais tous ces rattrapages de programmes? Tu le faisais le soir et le week-end? Tu te levais plutôt le matin? Moi, c'était à titre complètement personnel. Donc, disons, c'était en fait par rapport au sujet qui m'intéressait quand j'avais envie de les travailler. Donc, ça pouvait être pendant les vacances, ça pouvait être... il faut voir que j'y prenais du plaisir aussi. Ok, mais il faut une certaine discipline quand même pour faire ça, parce que ça vient...
on top de ton quotidien. Oui, tout à fait. Mais alors, pour le coup, je l'ai vraiment pas ressenti comme une contrainte parce que ça répondait aussi à un désir intellectuel de ma part d'apprendre. Ok. Et que du coup, voilà, ça s'est fait au fil de l'eau, puisque finalement, ça a pris au total 5 ans pour arriver à rattraper ça. Et donc, on arrive finalement en 2016, à un moment où je sens plusieurs choses. La première, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est que ça se passait mal dans mon travail. Ouais. J'avais l'impression d'avoir fait le tour de ce que je voyais en finance, enfin, de ce que je pouvais voir en finance. J'avais un manager qui était vraiment toxique. Disons, je me voyais mal poursuivre dans un job en finance parce que bon, j'aurais pu quitter ce job-là, mais je me suis dit, à quoi bon si c'est pour retomber encore sur un job en finance qui ne me plaît pas. Ouais. Donc je me suis dit, pardon. Et le second constat, c'est que j'arrivais à un niveau en fait où ma compréhension des mathématiques et de la physique était bridée non plus par le fait que j'avais plus rien à apprendre, mais par le fait que je n'avais pas mis en pratique. Ouais, t'avais pas d'application. Exactement, En fait. que j'avais pas d'application, je ne mettais pas en pratique. Et donc en fait, la question est venue relativement naturellement de se dire, mais Guillaume, tu fais tellement de maths et tellement de physique et ça te plaît tellement que pourquoi tu n'en ferais pas ton métier? Mhm. Et donc là, c'est là où j'ai pris la décision en fait de me dire, bon bah, vu le niveau que tu as maintenant, ça peut valoir le coup de faire une transition en tant qu'ingénieur. Tu es dans un groupe qui est une boîte d'ingénieurs, donc ça fait parfaitement sens de te reconvertir là-dedans. Si tu n'arrives pas à faire le passage dans ce groupe-là, tu n'arriveras jamais à le faire et tu risques de passer à côté de quelque chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été du coup m'inscrire au CNAM en septembre 2016. Ouais. Et là, j'ai commencé un diplôme donc, en mécanique des fluides. Que j'ai fait finalement assez vite parce que j'avais commencé à travailler personnellement la mécanique des fluides dans le cadre de la physique que je faisais et c'était parmi tous les domaines qui m'intéressaient celui que j'avais le plus creusé. Donc ça m'a permis en fait de rattraper en un an l'équivalent de 2 années au CNAM. Wow. Et donc en fait je suis venu voir Air Liquide au moment où je me suis donc inscrit au CNAM et je leur ai dit bon voilà écoutez on en a discuté plusieurs fois le métier que j'exerce actuellement ne correspond pas à ce qu'on s'était dit vous m'avez entre guillemets vendu du rêve mais vous ne délivrez absolument pas Ouais. ce qu'il y a derrière. Donc plutôt que de vous quitter bêtement, moi je vous propose la chose suivante, c'est que je vais rester encore un an le temps de faire mon diplôme au CNAM Ouais. et ensuite mon prochain métier sera un métier d'ingénieur dans le groupe. Voilà. Donc c'est-à-dire que finalement, je leur ai absolument pas demandé la permission de m'inscrire à ce diplôme-là. Ouais. Je l'ai fait à titre personnel sur mes fonds personnels, Mhm. ce qui me permettait justement d'être en autonomie par rapport à toutes les règles qu'on a tendance à se fixer d'habitude, à savoir ah oui, non mais il faut que je demande à un tel, puis Ouais, un ouais, tel, il faut que d'accord. j'obtienne la validation RH, etc. etc. Ouais. Et j'ai présenté cette décision du coup de manière rationnelle, réfléchie et posée. Donc la réaction de mon entreprise à l'époque, ça a été de dire bon, d'accord, ça paraît être un fair deal, nous on peut pas garantir que tu passeras ingénieur après, mais on est ok pour que tu te libères du temps pour travailler sur ça et que tu commences et puis le jour où tu voudras changer d'entité, et on te soutiendra pour passer les trucs, passer les entretiens d'ingénieur. Et donc c'est effectivement ce qui s'est passé en septembre 2017, du coup, c'est-à-dire un an après mon inscription au CNAM. Mais donc, du coup, quand même, t'avais aucune vraie certitude puisque l'entreprise, Non, elle te tout à disait fait. pas oui, oui, c'est bon. Non, mais on signe, quoi. mon point, c'était de me dire que, en fait, soit il disait oui, ce qui s'est passé, et dans ce cas, ça se passait bien, soit il me disait non, et de toute façon, le fait d'avoir fait ce diplôme au CNAM, de toute façon, m'aurait ouvert des portes ailleurs. Oui. Donc, toi, Enfin, de toute disons, il façon- aurait fallu que j'exerce en tant qu'ingénieur, mais ce dont j'ai pu m'apercevoir justement au moment où j'ai passé les entretiens d'ingénieur, c'est qu'en fait, tout ce que j'avais pu faire en mathématiques, en physique à titre personnel, puis ensuite le diplôme du CNAM, montrait une réelle motivation à devenir ingénieur, et finalement, plus que toute autre chose, je pense que c'est toute cette preuve de ma motivation personnelle qui les a convaincus de me prendre. Parce que pour faire la transition sur mon métier d'ingénieur,
Donc je suis devenu ingénieur recherche et développement. Wow. Donc c'est traditionnellement un poste qui est occupé par des gens ayant un doctorat, donc c'est-à-dire quand même un niveau assez élevé en termes de compétences techniques, et que clairement, malgré tout ce que j'avais rattrapé, je n'avais pas. Donc c'est vrai que ça constituait à la fois un défi pour l'entreprise dans laquelle j'étais, et en même temps pour moi. Et donc ça c'est... vraiment, moi, j'ai énormément apprécié ce passage en tant qu'ingénieur. Enfin, je veux dire, ça m'a fait plaisir parce que je me suis vraiment senti content de faire ce que je faisais. Donc là, j'ai eu un vrai changement par rapport à mon métier précédent où j'allais vraiment au boulot en traînant les pieds. Ouais. Et j'étais avec des collègues extrêmement sympas qui m'apprenaient beaucoup. En plus, donc j'étais dans un métier où j'avais moins de compétences techniques que mes collègues, et ce qui n'était pas le cas avant. Donc du coup, ça me stimule et ça m'apporte énormément. Et donc là-dessus, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Est-ce que, alors, je ne veux pas faire peur à tous les auditeurs qui nous écoutent, parce que finalement, passer d'études d'école de commerce à des études d'ingénieur, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Et du coup, pour essayer de rendre ça plus universel, je voulais te poser une question qui était: quels aspects de ta démarche te semblent plus universels et applicables à tous les auditeurs? Je m'en suis noté quelques-uns, mais si tu veux... Ouais, bien sûr. Donc moi, en fait, le premier qui me vient à l'esprit et qui me semble vraiment important, c'est que quand le travail qu'on fait ne nous plaît pas, c'est très important d'essayer de se créer une bulle d'air à côté. Ok. Moi, ma bulle d'air, donc dans mon job précédent, ça a été deux choses. La première, en fait, ça a été de me mettre à l'écriture. C'est pour ça que tu disais au début que tu étais écrivain également. Voilà, tout à fait. D'accord. Parce qu'en fait, l'écriture, donc c'est quelque chose que je faisais le matin entre 5h30 et 7h avant d'aller au boulot. Ok. Et en fait, le fait de faire ça avant d'aller au travail, ça faisait que finalement, quel que soit ce qui allait se passer dans ma journée de travail, au final, quand j'arrivais au travail, j'avais déjà fait quelque chose qui me plaisait. Donc ça offre finalement une certaine protection en termes psychologiques pour se dire, bon bah voilà, au moins je vais au bureau, je sais que j'ai déjà fait quelque chose qui me plaît, donc ça peut, même si ça se passe mal, c'est pas grave. Au moins dans la journée, j'aurai au moins une chose qui m'aura plu. Ok. Alors que si on a tendance à faire ça le soir, du coup on rentre fatigué du travail, on a des choses à faire d'ordre administratif, ou on veut se poser devant la télé, et finalement la journée est passée et on se dit mais en fait j'ai rien fait qui m'a plu, et c'est là où je pense que c'est assez terrible. Est-ce que tu connais les théories du Miracle Morning? C'est exactement ça ce que j'ai appliqué. Ouais, D'accord. tout à fait, c'est exactement ça ce que j'ai appliqué. Et ma deuxième bulle d'air, du coup, c'était justement le diplôme au CNAM. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je ressens encore aujourd'hui, cette notion d'avoir une bulle d'air. Parce que si je reprends donc, mon métier actuel, donc celui d'ingénieur, il me plaît énormément. Par contre, il y a certains aspects qui me déplaisent. D'accord. Notamment, le fait d'être dans un grand groupe fait que on nous laisse assez peu d'autonomie, qu'il faut obéir à des règles, à des ordres qui émanent d'en haut, qu'on n'apprécie pas forcément. Et donc, finalement, ça crée un sentiment de manque d'autonomie qui peut être un peu pénible. Et du coup, là, ma bulle d'air par rapport à ça, ça a été de me dire, en fait, finalement, ce qui me plaît aussi, ça pourrait être d'être mon propre patron. Et du coup, je me suis lancé en freelance. Ouais. C'est-à-dire je fais des missions de freelance en fait, où je développe des codes en Python pour des entreprises à côté de mon travail. Et du coup, ça fait que j'allie un peu les deux. C'est-à-dire que je suis à la fois salarié dans un grand groupe où je fais un métier qui me plaît, avec quelques aspects négatifs. Et en même temps, j'ai ce job de freelance et ce job d'écrivain où je suis là pour le coup parfaitement autonome et où je fais un peu ce qui me plaît. C'est vraiment génial, et je trouve impressionnant la quantité d'énergie dont tu disposes. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Et t'as pas encore d'enfant, donc Non. je sais pas comment tu vas... si un jour t'en as, ça va être waouh. Écoute, alors moi j'avais là, clairement une notion qui apparaît. En fait, j'avais promis à mes auditeurs dans mon introduction de définir ce qu'était le slash. Et je pense que tu es un bon exemple, mais du coup, laisse-moi d'abord faire un rapide point, un rapide aparté pour les auditeurs.
Il y a une auteure qui a le plus développé cette notion et c'est Marielle Barbe dans son livre Profession Slasher publié aux éditions Marabout. En fait, elle explique que le terme de slash fait référence au signe typographique de la barre oblique, le fameux slash en anglais, qui indique notamment une notion de choix. Il désigne des personnes qui, par obligation économique ou par conviction et passion, c'est plutôt ton cas en fait, cumulent plusieurs métiers. Et dans son livre, en fait, elle dédramatise le sujet. Elle précise aux personnes que, enfin, les slasheurs, en tout cas, ne sont ni inadaptés ni incapables de faire des choix. Ils sont simplement pluriactifs, multi-actifs, maîtres de l'art de rebondir, de s'adapter et innover. Et il y a une petite comptine que citait Marielle Barbe dans son livre, qu'on connaît tous de quand on était enfant, qui était la petite comptine de 3 petits chats. Et en fait, ça définit parfaitement ce qu'est le slash. Et en fait, 3 petits chats, chapeau de paille, paillasson, somnambule. Et en fait, c'est exactement ça. Le slasher, il sait se servir de ses apprentissages passés pour rebondir dans le futur. Et j'ai l'impression que c'est un peu ton cas. Est-ce qu'on peut te définir finalement comme un slasher, Guillaume ? Oui, je pense que ça correspond bien. Et au-delà de ça, moi, je pense, c'est quelque chose en tout cas, j'ai l'impression que ça correspond bien à ma manière de fonctionner. C'est que finalement, dans la journée, j'ai une certaine quantité d'énergie que je peux utiliser pour faire tel type de tâche. Et finalement, du coup, le fait de dire, j'ai 8 heures pour travailler sur mon métier d'ingénieur. Dans la journée, j'épuise globalement la quantité d'énergie que j'ai pour ça. Par contre, je peux aussi écrire 3 heures et passer 3 heures à coder. Parce que c'est des types d'efforts différents. Ouais. Et à la limite, si j'écrivais à plein temps, en fait, je pense que je ne serais pas plus productif que dans les 3 heures que j'utilise, parce que justement, j'utilise l'énergie que j'ai pour faire ça, pour écrire, au bon moment. Et c'est le cas un petit peu, disons, pour tout ce que je fais. Ok, enfin, c'est super intéressant et donc ça confirme un peu le fait que tu sois multi-actif et que ce soit pas négatif, qu'au contraire ça vienne s'ajouter à ta vie et l'enrichir plutôt que l'inverse. J'en profite pour annoncer la sortie de mon second livre. Ah oui, voilà. Alors, raconte, quel est ton livre ? Donc ça s'appelle Moustache le grognard et je le publie là pour Noël. Donc voilà. Ça parle de quoi en 2 petites secondes ? Alors c'est l'histoire d'un chien qui a fait les campagnes napoléoniennes et donc j'en ai fait un livre pour enfants illustré par moi-même. Voilà, génial. Écrit illustré par moi-même. Hâte de voir ça du coup. Vraiment chouette. J'ai quelques petites questions pour terminer. Comment est-ce que tu vois le futur ? Puisque tu as l'air de quand même d'être une petite puce qui saute de mission en mission, de métier en métier. Comment est-ce que tu vois ça et éventuellement, comment est-ce que tu fais en fait pour contribuer à ta manière à améliorer le monde ? Alors aujourd'hui justement, c'est une question que je me pose. C'est vrai que dans le contenu de mon travail, je vois pas forcément en quoi j'améliore le monde et c'est parfois un petit peu une question qui pêche. Je sais pas encore comment je vais y répondre, pour être très honnête. D'accord. Voilà, donc pour le moment, ce que je me dis, c'est que si on regarde dans les années à venir, je pense que mon besoin d'autonomie étant croissant, je vais peut-être créer mon entreprise. C'est-à-dire faire mon job de freelance, finalement le passer à plein temps en ayant une entreprise qui sera dédiée à ça. Par contre, après, sur le plus long terme, savoir exactement comment je vais pouvoir contribuer aux sujets environnementaux, etc., qui sont des sujets importants, à part les gérer à ma petite échelle, j'ai pas forcément de réponse sur comment est-ce qu'à titre professionnel je vais pouvoir le faire. Ok, en tout cas, ça reste un sujet ça reste un sujet d'importance et peut-être que les opportunités futures te permettront d'y répondre, de savoir un peu comment est-ce que tu t'orientes. On en arrive à la dernière question qui est tout simplement, est-ce que tu as un conseil ou un secret à donner à ceux qui se posent des questions, qui n'osent pas forcément faire des choix pour eux et qui parfois se laissent un peu dicter leur vie par des événements subis et externes à eux-mêmes ? Qu'est-ce que tu donnerais comme... Alors, moi j'ai une citation de Napoléon qui m'inspire beaucoup, qui dit « Les règlements sont faits pour les médiocres et les indécis, rien de grand ne se fait sans l'imagination ». Voilà. C'est une magnifique manière de terminer ce 4e épisode. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de discuter avec moi et puis j'espère que ça plaira à tous les auditeurs. À bientôt. À bientôt.
Un grand merci d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui vous abonner au podcast des Heureux Anonymes sur iTunes et suivre son actualité sur Instagram sous l'identifiant Les Heureux Anonymes tout attaché. Dans tous les cas, si vous appréciez ma chaîne, le meilleur moyen de me soutenir est de me laisser un commentaire 5 étoiles et de la recommander à votre entourage. Qui sait, cela sèmera peut-être une graine dans la tête d'un de vos amis et l'aidera à prendre des décisions pour sa vie. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.